Les banques suisses ont payé 1,250 milliard de dollars pour se libérer de l'affaire des fonds juifs. 5 ans après, plus de la moitié de cette somme n'a toujours pas été distribuée. La colère gronde parmi les bénéficiaires, titulaires de comptes ou survivants de l'Holocauste. Pourquoi le juge américain Corman et les organisations juives laissent-ils dormir cet argent alors que beaucoup de survivants sont très âgés et vivent dans le dénuement? Ils voudraient que je distribue l'argent immédiatement, que je ne passe plus de temps à chercher si tel compte appartient à tel requérant. Parce qu'ensuite ils diraient, vous voyez, il n'y avait pas de compte dormant. Nous avons été victimes d'un chantage. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire des fonds juifs en déshérence, c'est certainement la plus grave crise qu'a connue notre pays au cours des 20 dernières années. Elle a obligé la Suisse à se pencher sur son passé et à se remettre en question, mais elle nous a aussi montré à quel point nous pouvons être vulnérables face aux attaques de l'étranger. Toute cette affaire a commencé avec une accusation des organisations juives américaines. Elles ont affirmé que les banques suisses n'avaient pas rendu l'argent que les victimes des nazis avaient déposé dans leurs coffres. Ensuite, comme vous le savez, la controverse s'est étendue. C'est tout le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été remis en cause. Dans le reportage que nous vous proposons ce soir, nous allons nous intéresser au dernier épisode de l'affaire. L'argent que les banques ont versé à New York pour éteindre le conflit et pour éviter tout procès. C'est une somme considérable, 1,250 milliard de dollars. Eh bien, 5 ans après, une bonne partie de cet argent n'a toujours pas été distribuée. En principe, il devrait revenir aux familles des victimes qui avaient un compte dans nos banques. Alors une question se pose, les organisations juives ont-elles demandé trop d'argent aux banques suisses? C'est un reportage signé Anne-Frédérique Wiedmann et Jean-Bernard Menou. Nous avons conclu avec les banques suisses un accord historique qui procurera justice matérielle et morale à ceux qui ont tant souffert. New York. La signature de l'accord global met un terme à l'affaire des fonds en déshérence. La paix a un prix. 1,25 milliard de dollars payés par l'UBS et le Crédit Suisse. L'argent suisse devait dédommager rapidement les survivants de l'Holocauste. Mais 5 ans après, plus de la moitié de la somme n'a toujours pas été distribuée. 650 millions dorment à New York dans les coffres de la banque HSBC et de la Citibank. À des milliers de kilomètres de Manhattan, Maurice Fer est une des victimes de l'Holocauste indemnisée par l'accord global. Pour avoir droit à une miette de l'argent suisse, ce juif d'origine roumaine a dû accomplir un réel parcours du combattant avec l'aide de la communauté israélite de Genève. Le sujet a-t-il reçu un versement en argent à la suite d'une demande concernant un travail obligatoire ou forcé? Non, aucun. Non, alors donc on met non. 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 Indiquez le nom et l'adresse de toute personne susceptible de fournir des informations à l'appui de votre prétention d'avoir accompli du travail obligatoire ou forcé. Comment voulez-vous que je vous fournisse ça? Je me suis évadé, d'autres ont été déportés. Alors on va marquer pas témoin. Point D, où se trouvait le sujet de 1934 à 1945 comprise. Donc le déroulement... Non, c'est pas possible. Je vous propose qu'on le fait à la maison. Une autre fois, parce que il faut beaucoup réfléchir à ça. C'est les souvenirs qui remontent aussi? Ah, c'est les souvenirs qui comptent continuellement, sans arrêt. Aujourd'hui, je vous parle et ça m'est pénible, très pénible. D'autres personnes ne veulent pas percevoir de l'argent ou récupérer quoi que ce soit. Ils mettent l'histoire de côté. Ils ont vécu 50 ans. Il faut être honnête, c'est pas nécessité, justement. Si on vient remplir ces documents, c'est pas nécessité. Si vous n'aviez pas besoin de cet argent, vous ne l'auriez pas fait? Non. Non. Si je n'en avais pas besoin, pourquoi voulez-vous faire? Je peux regarder ça en moi et c'est tout. On croyait la saga des fonds en déshérence terminée.
C'est loin d'être le cas pour nombre de survivants de la Shoah. Greta Baer et son frère Otto n'ont toujours pas retrouvé les comptes de leur père. Pourtant, Greta Baer a été l'égérie du combat contre les banques helvétiques. Dans les médias, au bras de puissants politiciens, et surtout devant le Sénat américain, lorsqu'il passait au crible le passé des banques helvétiques. How come Swiss banks, I don't say Switzerland, but the Swiss banks perpetuate the same things? Moi, j'ai combattu depuis 1965. Je ne peux plus. Les banques suisses ont payé. L'argent est ici, oui, en Amérique. Pourquoi on ne paye pas? Il faut faire une fin à cette histoire tragique. C'est un rapport publié à New York en novembre 2003 qui a mis le feu aux poudres. Il fait état d'incroyables retards dans la distribution de l'argent. Et cette mauvaise nouvelle renvoie dos à dos les principaux acteurs de l'affaire des fonds en déshérence. Parmi eux, Israel Singer, le stratège du Congrès juif mondial, l'organisation qui a fait plier les banques suisses. L'important maintenant, c'est qu'il y a 5 ans, nous avons conclu un accord. La question de savoir si c'était le meilleur possible est secondaire. Le principal, c'est que cet accord marque la fin, le point final de cette affaire. Nous devrions établir de bonnes relations entre nous et trouver le meilleur moyen de distribuer l'argent rapidement à ceux qui y ont droit. Tel est mon but et j'espère que le tribunal fera précisément cela. L'homme responsable de la distribution du milliard payé par les banques suisses, c'est lui, le juge Edward Corman de Brooklyn. Réputé pour son intégrité morale, il n'admet aujourd'hui aucune critique et renvoie la balle aux banques suisses. Nous n'avons pas commis d'erreur. Vous devez comprendre que les banques nous disent « Nous vous avons envoyé l'argent, pourquoi ne le distribuez-vous pas ?» Mais ce n'est pas si simple. À cause du passage du temps, de la destruction de documents, et parce qu'il n'existe parfois même plus d'héritiers. En plus, nous subissons des restrictions. Par exemple, les archives bancaires ne doivent pas quitter la Suisse. Nous devons donc opérer depuis ce pays, ce qui est inefficace et coûteux pour nous. C'est comme si le secret bancaire était une sorte de précepte moral. Or, qu'est-ce que c'est que le secret bancaire? Nous le savons. Qui a besoin du secret bancaire? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Les grandes banques suisses sont très présentes aux États-Unis, où elles possèdent d'importantes affaires. Elles y sont défendues par un avocat de renom, Roger Witten. Il est à leur côté depuis le début de la crise des fonds en déshérence. Le processus de distribution n'implique pas les banques. Et il ne dépend d'elles d'aucune façon. Les accusations selon lesquelles les retards seraient de leur faute sont donc complètement erronées et injustes. Je suis sûr, à 100%, que si une personne indépendante examinait pourquoi la distribution prend hélas tant de temps, elle ne conclurait pas à la responsabilité des banques. Aujourd'hui, ceux qui sont responsables des retards dans la distribution de l'argent ont de nombreuses raisons pour essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Sous la contrainte, les banques ont dû payer pour l'ensemble du passé de la Suisse et aussi pour les réfugiés refoulés à la frontière. Faire justice 50 ans après la guerre s'annonce extrêmement périlleux. Il faudra déterminer quelle victime indemniser. Les banques se retirent du jeu. C'est la communauté juive et le juge qui se chargeront de distribuer l'argent. En l'an 2000, le juge Corman adopte un plan de distribution. Sur les 1,25 milliard de dollars, 800 millions seront réservés aux propriétaires de comptes. 100 millions dédommageront les victimes de pillage. Le reste indemnisera les travailleurs forcés, les réfugiés refoulés à la frontière et les coûts du processus de distribution. Aujourd'hui, une partie de l'argent augmenté des intérêts a bien été remise aux rescapés de l'Holocauste. Mais sur les 800 millions réservés aux comptes,
seuls 150 ont été distribués. Reste 650 millions à allouer. Burt Newborn est le conseiller du juge Corman. Il réfute toute responsabilité dans les retards. Ça a été facile pour la moitié de l'argent. Les travailleurs forcés, les survivants très pauvres. Cet argent a été distribué rapidement et avec succès. Ce qui nous a pris du temps, ce sont les avoirs bancaires, car nous avons rencontré des difficultés. Pendant la guerre, il existait 6 800 000 comptes. 2 700 000 d'entre eux ne possèdent plus aucune archive, pas le moindre papier. Quant aux 4 100 000 comptes restants, toutes les traces de transactions ont disparu. Nos enquêteurs tentent désespérément de faire coïncider les noms des requérants avec ces archives, mais c'est comme se trouver dans un endroit très sombre avec une minuscule bougie. Vous voyez, le problème, c'est que les banques suisses ont détruit les documents. Si on accepte ce qu'elles prétendent aujourd'hui, ces documents les auraient blanchis ou prouvé qu'elles n'avaient pas volé autant d'argent que ça. Elles ont détruit ces documents. C'est à elles de prouver leur bonne foi. Si j'ouvre un compte dans votre banque et qu'un jour, suite à mon décès, mes héritiers se présentent au guichet et que vous leur dites « Nous avons un document qui prouve bien l'existence de ce compte, mais rien qui n'indique pourquoi l'argent a été retiré. » Eh bien, c'est vous qui avez détruit ces documents. Après la guerre, les banques ont bien détruit des documents. La loi suisse l'autorise après 10 ans. Mais elles ont montré peu d'empressement à aider les victimes du nazisme à récupérer leur argent. Reste que 2 ans après l'accord global, les réviseurs de la commission Volcker ont passé au crible les archives bancaires et conclu que les banques n'avaient pas procédé à la destruction systématique de documents dans le but de couvrir leur passé. Le juge Corman avait admis ces conclusions. Aujourd'hui, il les remet en question. Vous devez comprendre que la commission Volcker a remis sa confiance à des experts comptables, non à des historiens. Elle a confié cet audit à des réviseurs qui travaillaient avec les banques, avaient travaillé avec elles et souhaitaient le faire à l'avenir. Tout cela crée un potentiel et permet de suggérer que ces réviseurs ont pu avoir intérêt à adoucir leurs conclusions. Personne ne peut sérieusement remettre en doute la validité du rapport Volcker. Monsieur Volcker est un acteur très estimé de la scène mondiale. Son intégrité est au-dessus de tout soupçon. Sa commission était composée de 3 représentants choisis par les organisations juives et de 3 personnes choisies par la Suisse. Ils ont pris tout le temps nécessaire pour effectuer leurs recherches. Nous avons payé la facture et ils ont déclaré avoir abouti aux résultats les plus définitifs qui soient et qu'il était temps de tirer un trait sur cette affaire. Le rapport Volcker a identifié 54 000 comptes pouvant avoir un lien avec l'Holocauste. Mais la place financière suisse a défendu farouchement son secret bancaire et il était convenu de ne donner accès qu'à 36 000 comptes. Le juge Corman veut s'assurer que chaque dollar est remis à son propriétaire. Pour y parvenir, il met en place une importante structure à Zurich et à New York. C'est notamment dans cette salle de Manhattan que les employés du juge examinent les requêtes des personnes convaincues que leur famille possédait un compte en Suisse. The name of the depositor was his father. And we have all the information about his father, so to us that is assertion that his father had an account in Switzerland. If he says himself that the father was depositor and he deposited the money somewhere in Switzerland, then that is an assertion of a bank account in Switzerland, so we can give him a yes for this question. En Suisse, l'architecte Georges Feistmann a eu beaucoup de chance.
Ni moi, ni mon frère, ni ma sœur ne savions quoi que ce soit de ces comptes avant 2001. Un cousin m'a appelé des États-Unis et m'a dit de jeter un œil à la liste sur Internet. J'ai trouvé le nom de mon père avec une procuration au nom de sa mère et de son beau-frère. Ce sont des comptes fermés dont l'argent a été empoché on ne sait quand par on ne sait qui. Peut-être par les nazis, un employé de banque, ou alors, qui sait, par le père de George Feistman. Ce dernier est mort en 1980 sans avoir jamais parlé de cet argent à ses enfants. Aujourd'hui, le doute profite aux requérants. Début janvier, George Feistman a reçu une somme importante du juge Corman. Ce qui m'a surpris, c'est comment ils ont établi le montant. Comme vous le savez, les archives ont été détruites. Ils ont donc établi une moyenne à partir d'autres comptes, les rares dont le montant était connu. Maintenant, ils remboursent systématiquement cette somme pour tous les comptes. Vous avez eu un peu l'impression d'avoir gagné à la loterie? Le problème est résolu alors qu'il n'existait même pas pour nous il y a 3 ans. À Genève, le professeur Luc Thévenot a été l'un des arbitres chargés d'examiner les requêtes. Il a cru dans le processus. Il y croit beaucoup moins depuis qu'Edward Corman a assoupli les règles. En 2001, pour accroître les montants distribués, le juge décide de partir du principe que l'argent a été volé et rembourse en moyenne $100 000 par compte. On a commencé avec des règles et puis on les a changées en cours de route. Et de façon assez intransparente, ce qui a, comme on le sait, suscité une révolte à la fois de membres du secrétariat et d'avocats employés par le tribunal, mais aussi d'un certain nombre de mes collègues, de juges, qui ont à ce moment-là démissionné. Moi, j'avais démissionné auparavant, eux ont démissionné, un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils étaient choqués de cette transformation des règles du jeu en cours de route. Vous voulez dire que le but, c'est de distribuer davantage d'argent? C'est probablement de distribuer beaucoup plus d'argent et si possible dans une hauteur correspondant aux $800 millions qui étaient mis de côté pour la classe des comptes dormants. Alors évidemment, aujourd'hui, une question s'impose. 800 millions pour les comptes, n'était-ce pas beaucoup trop? Le juge a reçu 32 000 requêtes. Après 6 ans de recherche, il a remboursé moins de 2000 comptes. Beaucoup d'entre nous qui étions familiers avec ce dossier ont été surpris lorsque le tribunal a mis de côté $800 millions pour les avoirs bancaires. Parce que sur la base du rapport Volcker et de ce que nous savions, il n'y avait tout simplement aucune raison de penser que les chiffres seraient si élevés. Le temps nous donne raison. Effectivement, on a probablement surestimé l'importance, le volume, le nombre des comptes, des comptes dormants, c'est-à-dire des comptes ouverts par des personnes qui ont ensuite été victimes des persécutions nazies. Faut-il en conclure que les banques ont trop payé? Non, les banques n'ont pas trop payé. Il faut se souvenir qu'à l'époque, tout le monde, le tribunal, les avocats, les organisations juives, ont estimé que ce montant était juste et il a été approuvé par le tribunal. Il faut également se rappeler que cet accord a couvert toute la Suisse pour l'ensemble des plaintes pouvant être déposées contre la Banque nationale suisse, les entreprises suisses, etc., etc. Économiquement, ça a été une très très bonne affaire pour les banques. Si j'avais poursuivi les banques suisses à Brooklyn devant un jury, je peux vous assurer qu'elles auraient payé bien plus qu'1,250 milliard. Cet homme survit difficilement à New York. Il se dit pourtant l'héritier de l'Empire Loewe, un conglomérat allemand qui vendait armes et électricité. En attendant que le juge scelle son sort, Georges Loewe a une obsession, prouver qu'il dit vrai.
Ma famille possédait des usines en Allemagne, dans plusieurs pays d'Europe et aussi en Argentine. J'ai une photo de 2 de ces usines à Berlin. Avez-vous reçu de l'argent pour tout ceci? Non, certainement pas. Et je ne crois pas que ma famille ait jamais été dédommagée pour ces usines. Et pour les comptes en Suisse? Non. Aucun membre de ma famille n'a jamais été indemnisé pour la perte de ses comptes. Et ils possédaient des comptes en Suisse? Je crois qu'ils possédaient des comptes en Suisse. Sur la liste, j'ai trouvé les noms de 2 membres de ma famille, ou du moins de personnes portant le même nom, et j'ai déposé une requête. Depuis qu'il a entamé sa procédure, Georges Leveux vit plus mal qu'avant. Angoisse, insomnie, des mots qui justifient l'aide d'une psychiatre. Je sais qu'ils ont reçu beaucoup de requêtes pour ces comptes. Ils m'ont quand même envoyé 5 questions auxquelles j'ai répondu de mon mieux. Je recherche toujours des documents, mais c'est difficile. Et c'est très long. Je suis angoissé à l'idée qu'ils ne me croient pas ou qu'ils jugent mes preuves insuffisantes. Je ne sais rien. Ils ne me disent rien. Eva Fogelman est spécialiste des problématiques liées à l'Holocauste. Pour elle, le coût psychologique de l'accord global est trop élevé. C'est un désastre, parce que les survivants de l'Holocauste ont dû replonger dans leurs souvenirs, se rappeler de tout ce qu'ils ont perdu, des persécutions subies, comment ils ont été battus, affamés, comment ils ont frôlé la mort. En plus, ils se retrouvent confrontés à des figures d'autorité. Et les survivants de l'Holocauste craignent tout ce qui représente l'autorité. Fondamentalement, ce qui se passe, c'est que la relation victime-oppresseur qui existait pendant l'Holocauste se répète. Les Juifs qui contrôlent l'argent sont devenus les persécuteurs des Juifs qui tentent de l'obtenir. Mais il faut souligner que c'est ainsi parce que la communauté juive se sent responsable des fonds qu'elle a reçus des banques suisses. Les travailleurs forcés pendant la guerre sont d'autres bénéficiaires de l'accord global. Les entreprises suisses en ont employé en Allemagne. Le juge Corman a indemnisé 45 rescapés de cet enfer, ainsi que 150 000 personnes condamnées aux travaux forcés dans les entreprises nazies. Tous ont dû faire la preuve de leur calvaire à une organisation juive basée à New York, la Claims Conference. On ne peut pas dire qu'il existait un ghetto là et pas là. Il n'existe pas de liste définitive des ghettos, malgré un projet d'encyclopédie. Nous faisons de notre mieux pour dire où il se trouvait, mais encore faut-il se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un ghetto. Les historiens de la Claims Conference doivent établir qui a été déporté et où. Ils se heurtent à d'immenses difficultés. Cette carte indique les camps de concentration et là, les camps de travail. Les historiens examinent des requêtes très peu documentées. Ils doivent donc recourir aux archives pour établir le vécu d'un requérant. Ce travail est particulièrement délicat pour les travailleurs forcés car il existe très peu de documents. L'accord global prévoit de les indemniser, car on a estimé que les entreprises allemandes qui les employaient plaçaient leurs profits en Suisse. Pour retrouver les traces du passé, les recherchistes de la Claims Conference fouillent les archives de nombreux pays.
Mais qu'importe leurs efforts, ils rejettent toujours un tiers des requêtes. Ces personnes sont déboutées parce qu'elles ne remplissent pas les critères. Elles n'ont pas été forcées de travailler. C'est malheureux, et nous ne faisons pas de gaieté de cœur. Mais nous sommes tenus de trouver les bonnes personnes, car c'est ce qui a été convenu. Видели же всю ночь, что не на... Папа, это папа. Мы что, не... Вот это мне перед глазами, что ли? Je suis américaine, j'habite New York. Bienvenue. God bless America! En 1941, au début de la guerre, mon père et ma mère ont été tués lors d'un pogrom dans la ville de Venezia. Quel âge aviez-vous? J'avais seulement 8 ans. Et qu'est-ce qui vous est arrivé après? J'étais dans un ghetto. On nous obligeait à travailler partout, dans les usines, dans les entreprises. Il ne faisait pas de différence entre un chien et un enfant. D'abord, ils n'ont pas cru que vous étiez une survivante. Lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai envoyé mon dossier à la Claim Conference. Je leur ai remis un document prouvant que j'avais été élevée dans un orphelinat pour ceux dont les parents avaient été tués pendant la guerre. Ils m'ont dit ce n'est pas une preuve. Tu dois prouver que tu étais dans un ghetto, indiquer précisément où et quand. Alors je leur ai dit, vous croyez vraiment que les Allemands, les nazis, Hitler nous donnaient des documents? Ça m'a fait tellement mal. Je n'arrivais pas à prouver ce qui m'était arrivé aux enquêteurs de la Claim Conference. Personne ne nous a donné de documents. Alors j'ai écrit aux autorités ukrainiennes et elles m'ont donné le document prouvant que j'étais dans le ghetto de Berchev de 1942 à 1944. Combien d'argent suisse avez-vous reçu? J'ai reçu $1450 de la Suisse. $1450. C'est la somme que touche un travailleur forcé dont la requête a été acceptée. Roman Kent a survécu au camp de concentration. Il est le trésorier de la Claims Conference qui distribue de l'argent suisse. Et il ne cache plus son malaise. À Auschwitz, une seconde durait un mois. Une semaine, une année, et quelques semaines, une éternité. L'argent ne peut jamais représenter la souffrance. Pour être franc, je me sens vraiment offensé quand quelqu'un essaie de traduire la souffrance en termes monétaires. Le sens réel de tout ceci, pour ceux qui ont souffert, c'est que le monde, l'histoire, reconnaissent leur souffrance avant qu'ils meurent. Roman Kent n'a pas réclamé d'argent. Il n'en a pas besoin. Surtout, il craint l'impact des dollars sur ce qui est essentiel à ses yeux, la dimension morale et historique.
C'est une photo de ma famille avant la guerre, la seule que je possède. Pour moi, c'est uniquement une question morale. Il faut donner satisfaction aux gens. Ils ne deviendront pas riches. J'en veux d'ailleurs à la presse, à la radio et à la télévision, car ils ont donné l'impression au public que grâce aux diverses négociations, les survivants deviendraient des millionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas vrai. Les survivants reçoivent des cacahuètes. Nombre de survivants vivent dans le dénuement. Le juge Corman leur a alloué de l'argent suisse sous forme d'aide d'urgence. En tout, 205 millions de dollars. They bring it once and it comes frozen. You receive kosher meals on wheels. You receive kosher meals on wheels, yes. Paula Friedman, 92 ans, reçoit régulièrement la visite d'une assistante sociale. Elle s'assure que la vieille dame reçoit bien l'aide dont elle a besoin, notamment ses repas cachers livrés à domicile. Roumaine, Paula Friedman a survécu à la guerre, refait sa vie au Brésil, avant d'échouer seule et âgée à New York. Elle dépend entièrement de l'aide sociale. What do you usually get in addition to a cup of coffee? Pizza. Pizza, in addition to a cup of coffee. Self-help pay her about L'association Self-Help lui donne environ 1500 $ chaque année et maintenant elle reçoit 2500 $. L'argent suisse paye donc pour son assurance maladie. Est-ce que cet argent fait une grande différence dans sa vie? Je crois que cet argent fait une différence énorme et immense dans la vie de Madame Friedman. Il lui permet d'avoir un peu d'argent en plus, de se sentir un peu moins à l'étroit. Beaucoup de survivants sont âgés. Tous sont âgés en fait, mais beaucoup sont malades et malheureusement, ils ne reçoivent pas assez d'aide des services sociaux. Lorsque j'ai demandé une entrevue avec le juge pour savoir pourquoi les choses allaient si lentement, on m'a informé que chaque cas devait être documenté, que des avocats travaillaient le plus vite possible. Je leur ai immédiatement dit, vous voulez aller plus vite? Licenciez les avocats. Si on veut que les gens reçoivent de l'aide de leur vivant, il faut agir vite. Souciez-vous de l'exactitude historique, mais seulement après. Des survivants sont mécontents. J'ai de la compassion pour eux. Mais cette affaire concerne d'abord et principalement les comptes en banque. Et nous sommes tenus de tout faire pour honorer nos engagements. Qu'importe ceux qui réclament une distribution rapide, le juge persiste et signe. Voilà qu'il réclame la publication d'une nouvelle liste de comptes, 15 000 en tout, quitte à menacer début mars les banques d'un procès. En janvier, le juge Corman a obtenu des banques de nouvelles recherches dans les archives des 4 millions de comptes existants en Suisse pendant la guerre. Cette nouvelle partie se joue à Zurich, dans des lieux tenus secrets et dont la clé se trouve en mains américaines. Je suis l'avocat de ceux qui ont déposé une requête. Des personnes qui avaient des comptes et qui veulent aujourd'hui qu'on leur rende l'argent. À l'issue de cette action en justice, leurs prétentions seront effacées à jamais. Nous leur devons d'aller jusqu'au bout. Imaginez la réaction d'un survivant si je lui disais « J'ai accompli 85% du travail nécessaire pour valider votre requête. Mais pour les 15% restants, ça ne vaut pas la peine. » Eh bien, je ne vais pas agir ainsi. Je ne vais pas renoncer à ces 15%. N'y a-t-il pas une réelle possibilité que les archives des 4 millions de comptes permettent de retrouver de l'argent? Il y a 1 toujours
C'est toujours du domaine du possible. Mais M. Volcker et d'autres ont établi que c'était hautement improbable. Et il y a un autre point à souligner. La finalité et la réconciliation sont des valeurs communes à toutes les parties. Il est dans l'intérêt de tous que cette quête dans l'espoir de trouver un compte en plus ne dure pas éternellement. Et si c'était votre compte, le compte d'un membre de votre famille pour lequel vous aviez déposé une requête, je ne crois pas que vous soyez si prompt à me dire « distribuez l'argent et fermez boutique ». Quand le juge Corman affirme qu'il a l'obligation légale de rechercher les héritiers, c'est un bon argument. De mon point de vue, le juge Corman a l'obligation d'appliquer l'accord global. Il n'a pas l'obligation, il n'a même pas le pouvoir d'en changer les termes au fur et à mesure et de l'imposer aux autres. Ils voudraient que je distribue l'argent immédiatement, que je ne passe plus de temps à chercher si tel compte appartient à tel requérant. Parce qu'ensuite ils diraient, vous voyez, il n'y avait pas de compte dormant. Nous avons été victimes d'un chantage. En réalité, le juge a déjà admis l'inavouable. Il ne parviendra jamais à distribuer l'entier des 800 millions réservés au compte. Reste à savoir combien d'argent il restera. Je pense qu'il pourrait s'agir de 400 millions, peut-être même davantage. Nous devons, je crois, nous résigner, être réalistes. La course à l'argent a déjà commencé, le lobbying aussi. En décembre, l'État d'Israël est entré dans la danse. Tel Aviv estime en effet avoir droit à la moitié des millions restants. À New York, l'hebdomadaire juif Forward a révélé les pressions exercées par le gouvernement Sharon, en particulier par l'un de ses ministres, Benjamin Netanyahu. Une rencontre entre les représentants israéliens et la Claim Conference a eu lieu en Israël. La discussion n'a pas porté spécifiquement sur l'argent suisse, mais sur l'ensemble des fonds distribués par la Claim Conference. Les Israéliens ont demandé à avoir plus d'influence sur l'allocation des fonds. Les ministres ont également dit qu'ils comptaient utiliser cet argent à leur guise, y compris pour la défense. Cela ne va pas se passer ainsi. Pourquoi? Eh bien, je ne peux pas parler pour le juge, mais je peux vous dire que je ne soutiendrai certainement pas la distribution d'argent à un gouvernement. L'argent restant, l'argent que nous ne parviendrons tout simplement pas à rendre aux requérants, peu importe nos efforts, devrait revenir aux survivants qui en ont le plus besoin. Ils vivent principalement dans 4 régions du monde, en ex-URSS, en Israël, aux États-Unis et en Europe. Le juge souhaite établir une clé de répartition de l'argent favorable aux survivants les plus pauvres. Anticipant cette attitude, une personnalité est venue à l'aide du gouvernement Sharon, Israel Singer du Congrès juif mondial. Il estime que l'État d'Israël doit toucher plus d'argent. Nous avons demandé au juge Corman de prendre en compte le fait que sur les 300 000 survivants de l'Holocauste qui vivaient dans l'ex-URSS, 180 000 ont émigré en Israël. Il faut que le juge réalise que ces gens vivent dans la pauvreté, souvent sans famille, dans un pays qui n'est plus aussi riche qu'il y a 3 ans, avant l'intifada. Pourquoi est-ce qu'Israël a besoin de plus d'argent? J'imagine que c'est lié à la situation économique. À Brooklyn, Léo Rechter s'oppose avec énergie à ces projets. Ce Belge, émigré depuis si longtemps aux États-Unis qu'il en a perdu l'usage du français, est le secrétaire général de la Fondation des survivants américains de l'Holocauste. Cette jeune association est guidée par une certitude. Les survivants doivent se défendre eux-mêmes, car ni le juge Corman, ni les organisations juives ne se préoccupent vraiment de leurs intérêts. Ne laissez pas le dernier chapitre de l'histoire de l'Holocauste se clore dans la honte. Ne laissez pas les survivants mourir abandonnés.
Léo Rechter défend uniquement la cause des survivants américains qui ont touché, il est vrai, peu d'argent suisse. Ceux qui contrôlent actuellement l'argent des survivants ont le projet de créer un fonds pour le peuple juif. Ils prétendent que cet argent n'appartient pas seulement aux rescapés de l'Holocauste, mais à l'ensemble des Juifs. Nous leur avons dit, attendez une minute, il n'y a déjà pas assez d'argent pour nous. C'est pour se défendre que les survivants américains ont constitué une alliance. Survivants américains contre survivants russes et israéliens, une communauté juive divisée, de la colère et beaucoup d'amertume. Cinq ans après l'accord global, il est rare de rencontrer un rescapé de la Shoah en paix avec son sort. L'accord global a réveillé trop de souvenirs et déçu trop d'espoir. Mais pouvait-il en être autrement ? Le drame de Madame Baer, mais c'est le drame de beaucoup de ces requérants, c'est qu'elle risque d'arriver au bout de ce processus et de ne pas savoir, de ne jamais savoir, et de vivre encore avec cette idée, cette incertitude qu'on lui aura caché quelque chose, qu'on n'aura pas, avec tous les efforts nécessaires, essayer de lui rendre justice. La justice ne peut pas complètement réécrire l'histoire, ou ne peut pas aller au-delà de l'histoire en termes de découverte de vérité. Par définition, le temps qui s'écoule entraîne que les informations sont perdues. C'est très difficile à accepter. Rappelle-moi le nom de jeune fille. C'est Rosenberg. Rosenberg, alors on va voir si on trouve. On voit Rosenberg, donc il y en a plein. Je crois que les événements étaient refoulés pour pouvoir fonctionner dans la vie quotidienne. Pendant un certain temps, après 45, je pense, on n'en parlait plus. Puis après, la vie quotidienne a pris le dessus. Puis les gens, pour fonctionner, devaient faire abstraction de ce qui s'était passé. Eva Weg a déjà fêté ses 70 ans, mais elle donne encore des cours de gymnastique 3 fois par semaine pour boucler ses fins de mois. Elle a tout fait pour oublier. Elle n'a jamais rien dit, même à son mari. L'accord global l'a obligée à se souvenir. C'était très difficile. Même vos enfants, ils ne savaient pas. Personne n'était au courant. Ma fille, maintenant elle sait. Mais jusque-là que j'ai pu parler avec Evelyne, elle ne savait pas non plus. Vous allez montrer ces photos que vous avez, les corps de votre famille? Eva Weg avait 11 ans et une enfance heureuse derrière elle lorsque la guerre a tout emporté. Son père est déporté en octobre 1944. En novembre, c'est à son tour. Les Allemands et les fascistes hongrois l'emmènent, elle et sa mère. Elles partent à pied dans un cortège de femmes et d'enfants. On a pris la direction, la frontière vers l'Autriche. C'était assez loin de Budapest. Et puis, il faisait froid, il neigeait, puis c'était terrible. On a dû continuer, mais moi, j'étais assez faible, et puis j'ai dit à ma maman que je vais rester ici, je ne vais plus avancer. Et puis ma maman voulait m'aider. On s'est arrêté un moment. Puis ils nous ont tirés dessus. Et ma maman est tombée. Puis elle était morte.
c'était à cause de moi, en fait. Et ça, c'est qui est insupportable. Quel effet ça fait de recevoir de l'argent quand on a vécu une histoire pareille? Ça paraît ridicule. Oui, c'est ridicule, c'est impossible à ni oublier, ni payer avec l'argent. On ne peut rien faire. Éventuellement, un psychiatre, mais même pas. Ça reste, je crois que ça peut pas être effacé. C'est en remplissant ce questionnaire que tous ces souvenirs sont remontés. Ça valait la peine? Vous recommenceriez? Je crois pas. Alfred Widman, bonsoir. Vous êtes l'auteur avec Jean-Bernard Menou de cette enquête. Quand on voit ce témoignage bouleversant, on se demande une chose, est-ce que ça en valait vraiment la peine de remuer tous ces souvenirs? C'est effectivement la question qui s'est imposée à nous au fil de notre reportage et au fil des rencontres que nous avons faites avec des survivants de la Shoah. Ces personnes sont blessées, sont déçues. Il faut comprendre qu'après la signature de l'accord global, elles ont réellement cru qu'une justice parfaite allait pouvoir être accomplie. Or aujourd'hui, elles sont contraintes, ces mêmes personnes, d'accepter que cette justice sera imparfaite et sans doute pour toujours. Mais pour revenir à votre question, je crois vraiment qu'on peut répondre sans hésiter par l'affirmative, excusez-moi. Ça valait la peine. Pourquoi? Parce que l'alternative, ça aurait été le silence, l'oubli, l'absence de témoignages. Et à mon avis, ni les Suisses, même malgré la douleur qu'ils aient pu ressentir, ni les victimes de la Shoah n'auraient été servies par un tel silence. Alors Israël Singer et Greta Baer, c'est deux pionniers de la lutte contre les banques suisses. Tous les deux disent aujourd'hui il faut terminer ce processus. Et pourtant, le juge Corman continue d'attaquer les banques suisses. Mais pourquoi persévère-t-il? Il y a deux raisons à cela. La première, à mon avis, c'est qu'il a conscience qu'on lui a confié une mission impossible. La distribution de l'argent est donc en main de la justice américaine, justice qui obéit à des règles strictes. Le juge Corman a l'obligation légale de rechercher les héritiers des comptes en déshérence. Cette obligation est très lourde puisqu'aujourd'hui des documents ont disparu, des victimes sont mortes, des tas d'informations sont enterrées pour toujours, et donc sa quête apparaît comme quasi désespérée. La deuxième raison, à mon avis, c'est la méfiance. 5 ans après l'accord global, les années ont passé, on aurait pu penser que les parties seraient apaisées, mais ce n'est pas le cas. Aux États-Unis aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver une personne proche du dossier qui croit réellement en la volonté des banques suisses de faire toute la vérité dans cette affaire. Pourquoi? J'aimerais juste le dire, parce que à cause de la nature de cette affaire, qui était quand même une bagarre terrible, un rapport de force pur, où une partie, les banques, ont été contraintes de céder. Il n'y a eu ni entente sur le fond, ni reconnaissance explicite et claire des faits, ni excuse. Mais au fond, le juge Corman ne peut pas remplir sa tâche, donc il accuse les banques suisses. On peut le voir comme ça, on peut aussi le voir autrement, à savoir qu'on lui a confié cette mission qui était une mission quasi morale et qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité et des faits, des documents qui sont encore dans les banques ou qui ne sont plus dans les banques, il n'est pas capable de le faire. Je pense qu'il y a une certaine frustration de son côté. On le voit au fond dans l'exemple de ce témoin qui est dans votre reportage et qui reçoit 100 000 $ assez facilement sans qu'on sache si le compte concerné a été clôturé de manière normale, s'il y avait encore de l'argent dessus. Ça, c'est assez choquant. Au fond, on a trop d'argent, donc on le donne assez facilement sur la base d'indications lacunaires. Bon, il faut quand même dire que Georges Weissmann, puisqu'il s'agit de lui, n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'un juif allemand de Berlin qui a été incarcéré par les nazis, qui avait, c'est avéré, des comptes en Suisse. Maintenant, est-ce que ces comptes ont été pillés par les nazis ou n'ont-ils pas été? Cela, on ne le saura jamais. Mais ce qui me semble encore plus choquant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ait fait croire aux victimes de la Shoah, au lendemain de l'accord global, qu'il allait être possible de rendre chaque franc qui dormait dans les comptes en banque suisse à leurs propriétaires légitimes. C'était évident, semble-t-il, depuis assez longtemps, et en tout cas depuis les rapports de la commission Volcker, que c'était une quête impossible, désespérée.
Donc, certaines personnes avaient d'ailleurs suggéré au juge Corman à l'époque de procéder à une distribution plus morale, forfaitaire, qui pourrait peut-être ferait l'économie d'exactitude historique, mais soulagerait les victimes rapidement. Le juge a persisté dans sa voie légale. À mon avis, la justice, peut-être aujourd'hui, devient, au risque que la justice devienne déraisonnable ou immorale. Alors il y a une révélation quand même tout à fait étonnante dans votre reportage, c'est que l'État d'Israël demande sa part de ses comptes. Effectivement. Donc le juge Corman a appelé toutes les organisations juives, les communautés juives de par le monde à lui soumettre des propositions quant à la distribution des 650 millions qui n'ont toujours pas été distribués. L'État d'Israël est très présent puisqu'il réclame pas moins de 48% de la somme totale, donc près de la moitié. Ce que le gouvernement Sharon dit, c'est que Israël, en définitive, est l'héritier du peuple juif, que nombre de survivants de la Shoah vivent aujourd'hui en Israël, et que, en plus, Israël aurait été lésé dans la distribution de l'argent suisse. Bien sûr, ce qu'on retrouve en filigrane, c'est la crise économique qui sévit depuis l'intifada. On pourrait même imaginer qu'Israël utilise une partie de cet argent pour sa défense. Alors, on avait entendu de tels propos, c'est donc présent dans notre enquête. Il semble qu'Israël a très vite fait marche arrière. Pourquoi? Parce que ces prétentions ont vraiment jeté le trouble au sein de la communauté juive, même provoqué des controverses très vives entre certains membres de la communauté juive américaine et des représentants du gouvernement Sharon. Mais est-ce qu'il y a une chance que l'État d'Israël reçoive de l'argent du fonds? Il y a une chance que les survivants israéliens reçoivent une partie des fonds, mais il est complètement improbable que le juge Corman satisfasse la demande israélienne. En effet, le juge Corman est convaincu que cet argent appartient aux individus et non pas à un État. En plus, compte tenu des événements au Moyen-Orient aujourd'hui, une telle distribution serait politiquement très difficile à justifier. Je vous remercie, Anne-Frédérique. Incomprise. Donc le déroulement... Non. C'est pas possible. Je vous propose qu'on le fait à la maison. Une autre fois, parce que il faut beaucoup réfléchir à ça. C'est les souvenirs qui remontent aussi? Ah, c'est les souvenirs qui comptent continuellement, sans arrêt. Aujourd'hui, je vous parle et ça m'est pénible, très pénible. D'autres personnes ne veulent pas percevoir de l'argent ou récupérer quoi que ce soit. Ils mettent l'histoire de côté. Ils ont vécu 50 ans. Il faut être honnête, c'est pas nécessité, justement. Si on vient remplir ces documents, c'est pas nécessité. Si vous n'aviez pas besoin de cet argent, vous l'auriez pas fait? Non. Non. Si je n'en avais pas besoin, pourquoi voulez-vous faire? Je peux regarder ça en moi et c'est tout. On croyait la saga des fonds en déshérence terminée. C'est loin d'être le cas pour nombre de survivants de la Shoah. Greta Baer et son frère Otto n'ont toujours pas retrouvé les comptes de leur père. Pourtant, Greta Baer a été l'égérie du combat contre les banques helvétiques. Dans les médias, au bras de puissants politiciens, et surtout devant le Sénat américain, lorsqu'il passait au crible le passé des banques helvétiques. How come Swiss banks, I don't say Switzerland, but the Swiss banks perpetuate the same things? Moi, j'ai combattu depuis 1965. Je ne peux plus. Les banques suisses ont payé. L'argent est ici, oui, en Amérique. Pourquoi on ne paye pas? Il faut faire une fin à cette histoire tragique. De dollars, eh bien 5 ans après, une bonne partie de cet argent n'a toujours pas été distribuée. En principe, il devrait revenir aux familles des victimes qui avaient un compte dans nos banques. Alors une question se pose, les organisations juives ont-elles demandé trop d'argent aux banques suisses? C'est un reportage signé Anne-Frédérique Wiedmann et Jean-Bernard Menou. Nous avons conclu avec les banques suisses un accord historique qui procurera justice matérielle et morale à ceux qui ont tant souffert. New York. La signature de l'accord global met un terme à l'affaire des fonds en déshérence. La paix a un prix. 1,25 milliard de dollars payés par l'UBS et le Crédit Suisse. L'argent suisse devait dédommager rapidement les survivants de l'Holocauste. Mais 5 ans après, plus de la moitié de la somme n'a toujours pas été distribuée. 650 millions dorment à New York dans les coffres de la banque HSBC et de la Citibank. À des milliers de kilomètres de Manhattan, Maurice Fair est une des victimes de l'Holocauste indemnisée par l'accord global.
Pour avoir droit à une miette de l'argent suisse, ce juif d'origine roumaine a dû accomplir un réel parcours du combattant avec l'aide de la communauté israélite de Genève. Le sujet a-t-il reçu un versement en argent à la suite d'une demande concernant un travail obligatoire ou forcé? Non, aucun. Non, alors donc on met non. 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 Indiquez le nom et l'adresse de toute personne susceptible de fournir des informations à l'appui de votre prétention d'avoir accompli du travail obligatoire ou forcé. Comment voulez-vous que je vous fournisse ça? Je me suis évadé, d'autres ont été déportés. Alors on va marquer pas témoin. Point D, où se trouvait le sujet de 1934 à 1940? Précepte moral. Oh, qu'est-ce que c'est que le secret bancaire? Nous le savons. Qui a besoin du secret bancaire? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Les grandes banques suisses sont très présentes aux États-Unis, où elles possèdent d'importantes affaires. Elles y sont défendues par un avocat de renom, Roger Witten. Il est à leur côté depuis le début de la crise des fonds en déshérence. Le processus de distribution n'implique pas les banques. Et il ne dépend d'elles d'aucune façon. Les accusations selon lesquelles les retards seraient de leur faute sont donc complètement erronées et injustes. Je suis sûr à 100% que si une personne indépendante examinait pourquoi la distribution prend hélas tant de temps, elle ne conclurait pas à la responsabilité des banques. Aujourd'hui, ceux qui sont responsables des retards dans la distribution de l'argent ont de nombreuses raisons pour essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Sous la contrainte, les banques ont dû payer pour l'ensemble du passé de la Suisse et aussi pour les réfugiés refoulés à la frontière. Faire justice 50 ans après la guerre s'annonce extrêmement périlleux. Il faudra déterminer quelle victime indemniser. Les banques se retirent du jeu. C'est la communauté juive et le juge qui se chargeront de distribuer l'argent. En l'an 2000, le juge Corman adopte un plan de distribution. Sur les 1,25 milliard de dollars, 800 millions seront réservés aux propriétaires de comptes. 100 millions dédommageront les victimes de pillage. Le reste indemnisera les travailleurs. Les banques suisses ont payé 1,250 milliard de dollars pour se libérer de l'affaire des fonds juifs. 5 ans après, plus de la moitié de cette somme n'a toujours pas été distribuée. La colère gronde parmi les bénéficiaires, titulaires de comptes ou survivants de l'Holocauste. Pourquoi le juge américain Corman et les organisations juives laissent-ils dormir cet argent alors que beaucoup de survivants sont très âgés et vivent dans le dénuement? Ils voudraient que je distribue l'argent immédiatement, que je ne passe plus de temps à chercher si tel compte appartient à tel requérant. Parce qu'ensuite ils diraient, vous voyez, il n'y avait pas de compte dormant. Nous avons été victimes d'un chantage. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire des fonds juifs en déshérence, c'est certainement la plus grave crise qu'a connue notre pays au cours des 20 dernières années. Elle a obligé la Suisse à se pencher sur son passé et à se remettre en question, mais elle nous a aussi montré à quel point nous pouvons être vulnérables face aux attaques de l'étranger. Toute cette affaire a commencé avec une accusation des organisations juives américaines. Elles ont affirmé que les banques suisses n'avaient pas rendu l'argent que les victimes des nazis avaient déposé dans leurs coffres. Ensuite, comme vous le savez, la controverse s'est étendue. C'est tout le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été remis en cause. Dans le reportage que nous vous proposons ce soir, nous allons nous intéresser au dernier épisode de l'affaire. L'argent que les banques ont versé à New York pour éteindre le conflit et pour éviter tout procès. C'est une somme considérable, 1,250 milliard. C'est un rapport publié à New York en novembre 2003 qui a mis le feu aux poudres. Il fait état d'incroyables retards dans la distribution de l'argent. Et cette mauvaise nouvelle renvoie dos à dos les principaux acteurs de l'affaire des fonds en déshérence.
Parmi eux, Israel Singer, le stratège du Congrès juif mondial, l'organisation qui a fait plier les banques suisses. L'important maintenant, c'est qu'il y a 5 ans, nous avons conclu un accord. La question de savoir si c'était le meilleur possible est secondaire. Le principal, c'est que cet accord marque la fin, le point final de cette affaire. Nous devrions établir de bonnes relations entre nous et trouver le meilleur moyen de distribuer l'argent rapidement à ceux qui y ont droit. Tel est mon but et j'espère que le tribunal fera précisément cela. L'homme responsable de la distribution du milliard payé par les banques suisses, c'est lui, le juge Edward Corman de Brooklyn. Réputé pour son intégrité morale, il n'admet aujourd'hui aucune critique et renvoie la balle aux banques suisses. Nous n'avons pas commis d'erreur. Vous devez comprendre que les banques nous disent « Nous vous avons envoyé l'argent, pourquoi ne le distribuez-vous pas ?» Mais ce n'est pas si simple. À cause du passage du temps, de la destruction de documents, et parce qu'il n'existe parfois même plus d'héritiers. En plus, nous subissons des restrictions. Par exemple, les archives bancaires ne doivent pas quitter la Suisse. Nous devons donc opérer depuis ce pays, ce qui est inefficace et coûteux pour nous. C'est comme si le secret bancaire était une sorte de